l'actualité ce jeudi, après la fin de la pénurie du manioc, le retour de l'attiéké se fait progressivement sur les marchés. Ce mets à base de manioc est particulièrement prisé en Côte d'Ivoire, mais pour l'instant, les prix n'ont pas encore atteint leur niveau habituel. Vous le savez, nous sommes en période de vacances gouvernementales. Le chef de l'État, les ministres, tous sont en vacances. Comment fonctionnent les ministères qui gèrent les affaires courantes du pays? Réponse dans ce journal. Emporter des coupures de francs CFA avec soi lors du pèlerinage à la Mecque n'est pas forcément une bonne idée. Au lendemain de leur arrivée à Médine en Arabie Saoudite, certains pèlerins ivoiriens en font déjà le constat. Ils ont du mal avec le taux de change sur place. Et puis au Mali, la répression policière d'une manifestation a fait 1 mort et 17 blessés. Les manifestants dénonçaient la détention de l'activiste et chroniqueur Mohamed Youssouf Batili, très critique envers le pouvoir en place. Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. L'attiéké, ce mets typiquement ivoirien, fait à base de sémoule de manioc, occupe une place de choix dans les habitudes alimentaires du pays. Mais suite à une pénurie de l'ingrédient de base, le manioc, l'attiéké s'est fait rare sur les marchés pendant ces derniers mois. Fort heureusement pour ses adeptes, ce produit à forte consommation fait son grand retour. En revanche, les quantités servies par les vendeurs et vendeuses ne sont pas encore au goût de tous. Éric Goré. Des femmes épluchant des tubercules de manioc pour leur transformation en vue d'obtenir de l'attiéké, cette denrée à base de sémoule de manioc. L'attiéké est un aliment très prisé par les Ivoiriens. Il y a quelques mois, le prix du panier avait doublé. Le sachet vendu à 100 francs était passé à 200 francs à cause de la rareté du produit. Plusieurs spéculations ont été faites pour tenter d'expliquer les raisons de ce manque. 3 mois après, la situation s'améliore. Les vendeurs et vendeuses sont visibles à tous les coins de rue. Les fabricants d'attiéké ne chôment plus. Mais si l'attiéké est de retour, le prix n'a pas encore baissé selon les vendeurs. Les paniers d'attiéké trouvent 4 000 à 5 000 francs, jusqu'à avancer un peu de 6 000 à 7 000. Aujourd'hui, l'attiéké est monté jusqu'à 11 000. Concernant la quantité servie, les clients sont d'avis divergents. Si certains se disent satisfaits, d'autres ne le sont pas. Il y a vraiment de l'attiéké sur le marché. La quantité a augmenté. Je tiens vraiment à encourager les producteurs à aller de l'avant. Je suis content même parce que l'attiéké, là, on ne gagne pas. Là même, ça ne nous arrangeait pas. Moi, il y a flotto souvent les trucs, mais maintenant, là, l'attiéké est de retour là. Nous, on mange bien l'attiéké, on est content. L'attiéké est devenu cher. Pourtant, avant, c'était moins cher. Il faut mettre 500 francs. Pourtant, avant, il faut mettre 300 francs pour manger, ou 250. La disponibilité de l'attiéké devait inspirer les acteurs de la filière à baisser les prix au profit des consommateurs. Ceux-ci attendent toujours, espérant que cela se fasse rapidement. Depuis le 10 août dernier, le gouvernement ivoirien est en vacances. La présidence de la République ni même les différents ministères ne sont pas pour autant à l'arrêt. Comment fonctionne-t-il en cette période? Qui gère les affaires courantes? Parc se reconnaît. Plateau, il est un peu plus de 8 heures ce jeudi matin. Dans un des bureaux du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, le directeur de cabinet Naklouba Souaré et le chef de cabinet Nazeri Koulibaly sont en séance de travail. Ils doivent représenter leur ministre en vacances, tout comme l'ensemble des membres du gouvernement, à une activité dans la commune de Port-Boué. La vacance de M. le ministre ne met pas en vacances non plus le personnel. La preuve que nous étions en train de partir pour une activité à Port-Boué. Au ministère des Transports, le constat est le même. Le directeur de cabinet est en séance de travail avec ses collaborateurs. Juste à côté, le chef de cabinet reçoit les acteurs du milieu du transport. Nous avons travaillé sur plusieurs dossiers et un certain nombre de réunions qui étaient prévues se sont déroulées, d'autres sont en cours. On a examiné la situation du passage de la ligne 1 du métro d'Abidjan, par exemple avec des représentants des mairies qui avaient été associés à cette rencontre. Nous sommes venus changer avec le ministère du Transport pour question des chauffeurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. Le directeur du cabinet du ministère de l'Environnement et du Développement durable, celui de la fonction publique et de la modernisation de l'administration sont à la tâche. Ils traitent les courriers arrivés des usagers.
continue de recevoir les visites, voilà, comme d'habitude. Hein. Il y a les courriers qui arrivent et qui sont traités. Comme je le dis souvent, les ministres, ils prennent quelques jours de repos, mais ils ne sont jamais en vacances. Nous appelons les ministres là où ils sont pour des questions pour lesquelles on a besoin de leur avis et des instructions particulières. Un directeur de cabinet est là quand le ministre est là et est là aussi quand le ministre n'est pas là pour évacuer les affaires courantes. Et donc, comme vous le constatez, nous sommes à la tâche et les choses évoluent comme si le ministre était là. Depuis le départ des ministres en vacances, la fréquence des courriers est restée constante selon les chefs des services courriers des différents ministères visités. Nous recevons en moyenne 30 voire 40 dossiers par jour. Puis on les transmet directement à la hiérarchie, c'est-à-dire au cabinet du ministre, où le directeur du cabinet fait les imputations aux différentes directions afin que les agents puissent les exploiter. Quant aux personnes venues pour le traitement de leurs différents dossiers et documents administratifs, elles se disent heureuses et satisfaites de l'accueil. Je suis venu pour un renseignement pour le changement de nom, après le mariage légal. Quand je suis arrivé, quand j'ai posé le problème, il m'a expliqué ce que je dois fournir. Je suis satisfaite. Nous sommes venus déposer des dossiers au ministère des Emplois des Jeunes. Nous avons vu déjà la secrétaire, on nous a demandé d'attendre. Selon le cabinet du ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, des visites inopinées dans les différentes administrations publiques seront renforcées en vue de multiplier le contrôle et la vérification de la présence des fonctionnaires et agents de l'État à leur poste. Dans le domaine agricole, l'heure n'est pas aux vacances. Le cacao, la noix de cajou, l'huile de palme, l'anacarde, autant de matières premières produites en Afrique de l'Ouest, mais très peu ou pas du tout transformées sur place. Des experts ouest-africains se sont alors réunis. Ils planchent sur des mécanismes afin d'impulser l'industrialisation dans leurs différents pays. Herman Guivet. En 1975, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest signe un traité qui fixe le développement et la coopération industrielle régionale comme l'une des priorités du processus d'intégration économique régionale. Malheureusement, l'évolution industrielle régionale n'est pas à la hauteur des attentes. Pour y remédier, l'industrie agroalimentaire est donc identifiée comme l'une des 4 priorités sectorielles pour le développement de l'industrie régionale. Cette réunion vise à apporter des réponses concrètes sur la manière dont nous pouvons faire jouer les synergies entre nos politiques nationales dans le domaine de la transformation industrielle, de l'anacarde et du cacao. Donc ce sont des débats qui vont déboucher sur des résolutions concrètes qui vont ensuite être soumis aux ministres et aux chefs d'État pour avoir une politique régionale sur l'industrialisation de l'anacarde, du cacao et donner un signal très fort à tous nos partenaires extérieurs pour venir investir localement. Stratégie arrêtée, promouvoir certains produits clés comme le cacao, la noix de cajou, l'huile de palme, l'anacarde en misant sur une stratégie de rapprochement. Mettre en place un système d'accompagnement des différents opérateurs qui ont une capacité d'investissement mais qui ne sont pas forcément des industriels à la base, leur mettre à la disposition un ensemble d'outils pour leur permettre de conduire leurs actions d'investissement. Ces produits promus, l'intégration des peuples de la CEDEAO via la transformation sur place de leurs matières premières ne pourrait que connaître un essor considérable. Au niveau du cacao, on a environ 73% de la production mondiale. On ne transforme pas plus de 30%. Au niveau de l'anacarde, on tourne autour de 50% de la production mondiale. On ne transforme même pas plus de 10%. Plus vous transformez, plus vous créez de la richesse nationale. Le secteur de l'anacarde, imaginez si nous arrivons à transformer 50%, le nombre d'emplois que ça peut créer. L'objectif général de cet atelier est donc d'examiner les contraintes industrielles dans le domaine de l'anacarde, de la noix de cajou et du cacao et de proposer des réponses spécifiques appropriées dans un cadre régional consensuel. Dans le secteur des mines et du pétrole, les contraintes sont tout autres. L'exploitation clandestine et informelle est à la base d'innombrables problèmes. L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire veut apporter des solutions et surtout permettre aux régions de profiter des revenus générés par ces activités d'extraction. L'Assemblée est allée à la rencontre des autorités locales. Davy Soyo et Grace Kando. L'exploitation minière et pétrolière représente une source importante de recettes fiscales et un secteur pourvoyeur d'emplois. Pour conserver ces acquis,
le gouvernement ivoirien a mis en place des mécanismes de transparence et de surveillance. Malgré ces efforts, force est de constater que beaucoup reste à faire, à savoir la répartition équitable de ces ressources. Les autorités locales veulent donc s'impliquer dans la gouvernance de ce secteur extractif, d'où cette rencontre d'information et d'échange initiée par l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI. Il est donc bon que des propositions soient faites aux autorités compétentes pour que ces richesses-là puissent profiter de façon effective aux secteurs, aux lieux, aux régions dans lesquelles ces richesses-là sont tirées. Nous avons au quotidien à nous occuper des routes, de la voirie, de la santé des populations. Et nous avons aussi besoin que les populations adhèrent au développement voulu par le président de la République. Et pour cela, il faut qu'elles sentent qu'il y a un retour sur l'exploitation de leur environnement. L'initiative est soutenue par le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Cette réunion est l'occasion pour comprendre d'abord le phénomène, comprendre comment l'activité pétrolière, l'activité minière est gérée, comment les contrats sont conclus entre l'État et les opérateurs, et donc pour qu'ensuite les collectivités puissent voir quelle est la meilleure manière par laquelle elles vont introduire un plaidoyer auprès de l'État à l'effet de mieux profiter des retombées financières de cette activité. La rencontre sera aussi l'occasion de proposer des outils pouvant favoriser la création d'espaces pour la résolution des conflits. Un autre secteur aussi dans l'informel, celui de la ferraille. À la Casse d'Abobo, dans le district d'Abidjan, des ferrailleurs se plaignent des coûts en vigueur dans le pays. 70 à 100 francs CFA le kilogramme de ferraille. Ils demandent en outre la levée de la mesure d'interdiction d'exportation de la ferraille. Elle a été prise en 2013. Mais le gouvernement est formel. Cette loi ne sera pas changée. Francis Boifo. De la ferraille. En grande partie des fontes encore appelées ferraille morte ou matériaux lourds. Les ferrailleurs rencontrent des difficultés pour les vendre aux industriels locaux depuis la loi 2013 interdisant l'exportation de la ferraille. Les usines ne transforment que la qualité acier, c'est-à-dire les tôles de voiture et puis alors les quelques pièces aussi en acier, c'est ça ils transforment. Mais tout ce qui est fonte, alors ils n'ont pas la capacité de transformer. Donc quand vous arrivez aux usines avec la fonte, alors on vous fait retourner. Incapacité des industriels locaux à transformer les matériaux lourds ou à les acheter. Nos investigations nous conduisent dans une unité de transformation à Yopougon, zone industrielle. Contrairement à ce qui a été dit, nous n'avons jamais arrêté d'acheter la fonte. Il y a eu certainement un ralentissement de l'achat de la fonte qui était lié à un problème environnemental. Nous recevons toute la ferraille, mais également toutes les fontes, puisqu'aujourd'hui, suite à la réalisation de l'investissement, nous pouvons traiter la fonte. La preuve, c'est qu'il y a quelques mois, nous avons 30 000 tonnes de fonte. Aujourd'hui, nous avons pu absorber, transformer 10 000 tonnes. Il nous reste 20 000 tonnes que nous continuons à transformer et nous sommes aptes à recevoir toutes les fontes qui sont disponibles à effet de les traiter. Les ferrailleurs estiment entre 48 000 et 50 000 tonnes le stock de fonte disponible sur les différents sites du district d'Abidjan avec 150 tonnes pour la Casse d'Abobo. Que l'État nous aide à trouver une solution pour ouvrir l'exportation de la fonte. Le décret du gouvernement demeure. Donc il demeure suspendu toute exportation de produits ferreux. Parce que la Côte d'Ivoire entend promouvoir une industrie des produits ferreux. Autre préoccupation soulevée par les artisans ferrailleurs et qui fait objet de discussion à l'initiative du cadre de concertation État-secteur privé, le prix du kilogramme de ferraille. Il se situe entre 70 et 100 francs CFA selon la qualité. Trop faible, disent les ferrailleurs. L'État annonce pour les prochains jours des mesures visant la réglementation du commerce de la ferraille. L'idée est de permettre aux artisans de réaliser des bénéfices tout en permettant aux industriels de disposer de la matière première pour le bon fonctionnement des unités de transformation. Direction Dakar, 39 Ivoiriens et amis de la Côte d'Ivoire vivant dans la capitale sénégalaise ont été décorés par la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté. Un point commun à ces 39 personnes, leur contribution significative au rayonnement de la Côte d'Ivoire.
Émilie Touré et Abou Sanogo. 39 Ivoiriens résidant au Sénégal et des amis de la Côte d'Ivoire distingués par la grande chancelière de l'Ordre national Henriette Dagri-Diabaté à Dakar. Point commun de ces personnes, leur contribution au rayonnement de la Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est déroulée en présence de personnalités ivoiriennes et sénégalaises, notamment l'amiral Ousmane Ibrahim Massal et Abdou Mbow, respectivement grand chancelier et troisième vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Rapprocher la population ivoirienne et celle vivant à l'extérieur de la grande chancellerie est le plan de politique de la grande chancelière. Pour ce faire, il faut rechercher des hommes et des femmes de mérite cultivant les valeurs républicaines et dont l'exemple peut inspirer positivement la plus grande masse de la population. Vous êtes donc les premiers d'une longue liste. La nation ivoirienne vous félicite et vous engage à continuer de porter le flambeau de la recherche, de la concorde et de la cohésion, la flamme du développement économique et culturel qui, comme chacun le sait, est sans frontières, la chaleur de la solidarité et de la fraternité. Les porte-parole des récipiendaires ont remercié la grande chancelière pour l'initiative tout en promettant de faire plus pour mériter la confiance de la nation ivoirienne. L'ambassadeur ivoirien Edouard Kassarati et l'ancien ministre sénégalais Cheikh Tidiane Gadio ont été faits commandeurs de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Revenons sur ce drame qui a eu lieu dans la nuit du 8 au 9 août dernier à Gagnoa, dans le sud du pays. Un incendie meurtrier a tué 6 membres d'une même famille. Le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant s'est rendu sur place pour apporter compassion et soutien à la famille Koulibaly touchée par ce drame et aussi comprendre ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Kader Sogodogo. Gagnoa, quartier Zapata résidentiel. C'est ici que vivait Raphaël Peyugo Koulibaly et 8 membres de sa famille. Cet inspecteur d'orientation est resté tard dans la nuit du 8 août, jour férié, au bureau. De retour chez lui, il sera surpris par un incendie dans lequel il va perdre sa vie. Avec lui, son épouse et 4 de ses enfants, dont Tatiana, qui portait une grossesse de 6 mois. Le frère de la victime, qui a pu s'échapper des flammes, a réussi à sortir ses 2 neveux, avec qui il partageait la même chambre. Il revient sur cette nuit meurtrière. Les enfants m'ont réveillé pour me dire qu'il y avait du feu dans la chambre. Et quand j'ai ouvert la porte de notre chambre, j'ai vu qu'il y avait la fumée et le feu partout dans la chambre. J'ai fermé la porte de la chambre et on a cassé les vitres de la fenêtre de la chambre. Et j'ai pris la porte du placard, j'ai pu faire une ouverture sur l'antivol de notre chambre. J'ai fait sortir les enfants et moi-même je suis sorti. Et après je suis parti vers la chambre des filles parce qu'elles étaient en train de crier aussi. Donc, je suis parti, j'ai essayé de casser l'antivol, mais je n'arrivais pas. Et à un certain moment, je n'entendais plus les cris. Et moi-même, j'avais commencé à étouffer. Donc j'étais obligé, je suis sorti. Quand je suis venu par l'arrière, je suis rentré par l'entrée principale. J'ai vu que la chambre des parents et le salon, tout était déjà parti en feu. Face à cette tragédie, la compassion du ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant ne s'est pas fait attendre. C'est vraiment une grande tragédie. Une tragédie qui touche non seulement la communauté de Gagnoa, qui touche également la population de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Madame le ministre Yahweh Frazi Kwasi nous a dépêchés aussitôt pour que nous puissions venir apporter notre compassion. La délégation a offert des dons en numéraire, en vivres et non-vivres. Raphaël Peyugo Koulibaly, son épouse et ses 4 enfants seront inhumés le samedi 20 août 2016 au cimetière municipal de Gagnoa. En attendant, au bas de son faire-part, on peut lire « Il y a un temps fixé pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir. » Ecclésiaste 3, versets 1 à 2. Ainsi soit-il. Coopération ivoiro-burkinabé, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso est en ce moment sur le sol ivoirien. Alpha Barry est l'invité spécial de Kanaolo, localité du nord de la Côte d'Ivoire. Il a pris part à l'Assemblée générale ordinaire de l'Association pour la mise en valeur de Kanaolo. Il en a été fait membre d'honneur. Kwadio Kwame. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur a foulé le sol de Kanaolo, village qu'il a vu naître et forger ses premiers pas dans la vie.
Cérémonie de reconnaissance d'hommage appuyé à l'illustre membre d'honneur de l'Association pour la mise en valeur de Kanawolo, AMVK. Alpha Barry s'est dit heureux de se retrouver parmi les siens. Le ministre burkinabé a exalté l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les acquis de l'AMVK qui a 46 ans de vie. On cite les 3 écoles primaires dans un village avec une école maternelle. On cite les cantines pour ces écoles. On cite la maternité, le centre de santé. Et puis les divers lotissements, sans oublier le magasin de stockage, le foyer polyvalent. Les autorités administratives et les élus de Niakara-Madougou ont vivement félicité les membres de cette organisation pour le sens de l'union et la solidarité qui contribuent à l'essor de leur terroir commun. L'AMVK doit servir d'exemple car l'État-providence n'existe plus. Le projet de nouvelle constitution est au devant de la scène politique ivoirienne. Le Rassemblement des oufouettistes pour la paix, RHDP, sensibilise ses partisans sur le bien fondé de ce projet d'envergure nationale. Direction Soubré avec Eugène Atoubé. À la maison des jeunes de Soubré, une atmosphère de campagne. Toutes les structures du RDR de Soubré, à l'appel du secrétariat départemental dirigé par Adama Mané, ont encore démontré ferveur et engagement militant. Le jeu en valait la chandelle. L'intérêt de cette mobilisation, la cérémonie de remise de moyens de locomotion pour une campagne en faveur du prochain référendum constitutionnel. Ce sont 10 motos neuves, à la robustesse attestée, qui ont été mises à la disposition de la délégation départementale du RDR de Soubré. Le donateur Ibrahima Kourouma, fils de Soubré, militant du RDR et départemental adjoint de ce parti. L'objectif essentiel pour lequel nous leur donnons cela maintenant, vous savez très bien qu'il y a le référendum. Et très bientôt, il faut aller vers la population pour expliquer de telle sorte que ce référendum soit voté à un grand pourcentage. Donc pour nous, c'est un moyen pour qu'ils aillent convaincre nos militants. Le bon message, la participation massive des militants et sympathisants du RDR à Soubré et le triomphe du oui au référendum constitutionnel annoncé pour les semaines à venir. Le RDR veut compter sur sa vitalité et sa forte implantation à Soubré et dans la région du Nawa. La Côte d'Ivoire prépare les Jeux de la francophonie de 2017. La 8e édition va se tenir du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. La caravane Proxy Tour de la Commission nationale de la francophonie fait la promotion de cet événement international. Le lancement de la caravane à Dabou avec Issaïo et Abou Sanogo. Une caravane dénommée Proxy Tour pour rapprocher la francophonie des populations. Première étape, la ville de Dabou. Initiée par la Commission nationale de la francophonie. Cette escale est l'occasion pour la secrétaire générale de la structure d'expliquer le bien fondé de son action. La Commission nationale de la francophonie a rendu possible le Proxy Tour, qui est une tournée donc de proximité dans plusieurs localités en Côte d'Ivoire avec cette première étape de Dabou, afin de vous informer, de vous sensibiliser, notamment sensibiliser les femmes et les jeunes sur les opportunités que cette francophonie offre. Et elle en offre beaucoup. Pour le premier magistrat de la commune de Dabou, l'initiative de cette francophonie de proximité est salutaire pour ses administrés. Il s'est par ailleurs réjoui du choix de sa ville pour abriter les premières festivités. Cette initiative de la CNF est bienvenue car elle permet de renforcer les capacités des femmes et des jeunes, des décideurs politiques à même d'exploiter toutes les opportunités. Je me réjouis que Dabou soit le fer de lance de cette vision. Proxy Tour, qui a démarré par la ville de Dabou, fera le tour de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Il s'agira pour la secrétaire générale de la Commission nationale de la francophonie de démontrer aux populations que la francophonie, en plus d'être un outil de promotion de la langue française et de la diversité culturelle, promeut également la paix et les droits de l'homme. Pèlerinage à la Mecque 2016 sur les 5600 musulmans ivoiriens candidats au Hajj cette année. 450 sont arrivés hier à Médine, en terre sainte d'Arabie Saoudite.
Ceux qui ont malheureusement porté des coupures de francs CFA sont confrontés au problème du taux de change, un véritable casse-tête qui ne leur facilite pas les différentes transactions. Notre envoyé spécial, Mamadou Kwasi. Venu de la ville de Gagnoa pour effectuer le 5e pilier de l'islam, le pèlerinage édition 2016, Mou Okone est très inquiet ce matin. Son souci, comment effectuer ses courses pendant qu'il ne dispose que de la monnaie ivoirienne, c'est-à-dire le franc CFA. Il faut alors se soumettre au change sur un marché non conventionnel. Il rencontre alors Moussa, vendeur informel de devises étrangères. Moussa propose aux fidèles musulmans ivoiriens 10 000 francs CFA pour 52 rials saoudiens, soit l'équivalent du prix de 2 petits chapelets, pendant que le marché international propose 65 rials saoudiens pour 10 000 francs CFA. Mais le futur pèlerin ivoirien n'a pas le choix, c'est la loi du marché. Bon, à l'heure où nous sommes venus pour les échanges de la monnaie que les enfants m'ont bien remis pour faire un bon pèlerinage. Et Dieu merci, je suis tombé sur ce commerçant Moussa qui apparemment est très bien. Parce que j'ai fait monnaie tout de suite de 100 000 francs à la banque, ce qui correspond à 2 500 francs dans leur riad. Or, avec lui, il y a eu plus de 100 francs de plus. Comme lui, ils sont nombreux, ces candidats au Hajj 2016 qui disposent d'importants montants en francs CFA sur eux, actuellement en Terre Sainte. Parce qu'à Abidjan, je n'ai pas eu le temps de faire la monnaie. Et arrivé ici, j'ai profité pour faire la monnaie en réal. J'ai échangé 150 000 et j'ai eu réal 425. J'avais un peu de CFA que j'ai échangé. 5 000 francs, ça fait 26 rials. Bon, après les consignes, en tout cas reçues, il s'avère que les autres monnaies telles que euro, dollar, c'est bon d'aller échanger en banque. Bon, au lieu de faire de façon traditionnelle comme je m'apprêtais à le faire, je pense que je vais me rendre dans une banque pour échanger cela. Les responsables de l'organisation interpellent donc les parents des candidats au Hajj 2016 encore présents à Abidjan sur les dispositions à prendre. Actuellement, nous sommes à Médine. Le CFA n'a pas de prix actuellement. L'échange est très bas. Et donc, c'est un problème. Elles sont déjà venues avec l'argent. Il faut faire la monnaie pour pouvoir faire des achats. Et donc, on dit ça pour ceux qui arrivent. S'ils peuvent faire l'échange à Abidjan, soit en euros ou bien en dollars, c'est plus avantageux que le CFA actuellement. Voilà, donc ça, c'est un appel que je lance. Tu payes par exemple 100 dollars à Abidjan, 60 000. Ici, tu viens, on te donne 375, qui fait un bénéfice de plus de 15 000 francs CFA. Les 60 000 là, quand tu donnes 60 000 ici, on te donne 300 rials. Or, quand tu donnes 60 000 que tu as fait pour prendre euro, dollar à Abidjan là-bas, ils vont te donner 375. Pour l'instant, Moussa et ses camarades se frottent les mains car les candidats continuent d'affluer sur ce marché noir de vente de devises étrangères. Au Mali, la répression d'une manifestation contre la détention de l'activiste et chroniqueur Mohamed Youssouf Batili, alias Rasbat, a fait 1 mort et 17 blessés, dont au moins 3 dans un état grave. Au lendemain de ces heurts, la police malienne nie toutes les accusations de tir à balles réelles. Amsa Diaby. Ces heurts ont éclaté devant le tribunal où comparaissait l'animateur Mohamed Youssouf Batili, dit Rasbat, arrêté lundi soir. La manifestation a rapidement dégénéré avec des voitures brûlées et des tirs de grenades lacrymogènes par les forces de sécurité. Bilan, 1 mort, 11 blessés dont 2 grièvement touchés et 2 véhicules des forces de l'ordre brûlés. Animateur d'émissions souvent polémiques, Mohamed Youssouf Batili s'en était pris ces derniers jours à l'armée malienne qui a subi récemment de lourdes pertes dans les attaques djihadistes et au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, taxé d'incapacité à gérer l'armée. À la suite de ces dernières émissions, il est arrêté et poursuivi pour outrage aux bonnes mœurs. Sur les réseaux sociaux, il avait appelé ses nombreux partisans à venir lui manifester leur soutien au tribunal de grande instance ce mercredi, donnant rendez-vous à ce qu'il appelle la jeunesse responsable du Mali au tribunal pour défendre la liberté d'expression et envoyer
envoyer un message fort, mais tout en appelant à le faire dans le calme. Son audition n'a finalement pas pu se tenir, le personnel ayant vidé les lieux à cause de la présence massive de manifestants. Résultat, elle a été reportée à une date ultérieure. Le jeune homme, qui est par ailleurs le fils du ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, Mohamed Ali Batili, s'est également signalé par des chroniques au vitriol contre le chef du gouvernement, Modibo Keïta, et d'autres cadres de l'administration. Rio 2016, côté ivoirien, c'est la déception après la finale du 200 mètres dames d'athlétisme hier soir. Marie-Josée Talou est restée au pied du podium. La sprinteuse ivoirienne a encore terminé 4e après avoir occupé le même rang dimanche à la finale du 100 mètres. Pas de médaille donc pour Marie-Josée Talou, mais elle est la première athlète ivoirienne à avoir couru 2 finales olympiques d'affilée. Les finales du 100 mètres et du 200 mètres, c'est le meilleur classement féminin olympique. La Côte d'Ivoire peut encore espérer des médailles avec l'entrée en lice demain vendredi des 3 taekwondoïnes ivoiriens pour ces JO du Brésil. Et sur place à Rio, les athlètes ivoiriens ont eu une rencontre avec le ministre des Sports. Reportage. Le ministre des Sports ivoirien, François Albert Amicha, a mis à profit sa présence à Rio à l'occasion des Jeux Olympiques pour rencontrer son homologue, ministre des Sports brésilien, Leonardo Pisciani. Ensemble, ils ont parlé de l'organisation de ces Jeux. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, Leonardo Pisciani est satisfait des actions menées par le Brésil pour la réussite de cet événement planétaire. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire après la République du Brésil, son Excellence Aka Sylvestre, et le ministre des Sports ivoirien François Albert Amicha ont saisi cette occasion pour parler de l'organisation de la CAN 2021 par la Côte d'Ivoire au ministre des Sports brésilien. Vu l'expérience brésilienne, nous avons souhaité, avec monsieur le ministre brésilien, que des relations s'instaurent entre nos 2 départements ministériels afin que la Côte d'Ivoire profite de l'expérience et de l'expertise brésilienne. Un message bien perçu par le ministre brésilien Leonardo Pisciani. Oui, bien sûr, nous sommes, tout ce que nous pouvons, nous sommes prêts pour aider. La suite de cette rencontre a été consacrée à une visite au centre industriel de Rio. Merci de nous avoir suivis. Toute la rédaction de RTI 1 vous souhaite une agréable soirée. Retrouvez à 23h Hamza Diaby pour un nouveau journal.